Le livre que vous tenez ici n'est que le vestige d'une époque révolue, où le tumulte et le fracas berçaient impétueusement un monde ravagé par la guerre. Ce livre ancien et délabré fut écrit par l'un des commanditaires du temps, une personne immortelle ayant traversé les âges. Je ne suis que son éditeur et rédacteur de cette introduction. Je laisse ces pauvres fous, désireux d'apprendre, entre ses mains. Ne voyez ici que le résultat de la folie. Ne me cherchez pas, je suis parti il y a longtemps. Seul ce narrateur demeure, ainsi que ses légendes. Oyez, pauvre fou, l'une d'entre elles, elle parle de trahison, de meurtre, de combats acharnés pour obtenir le pouvoir et la liberté. Cette quête réunit les protagonistes autour d'une épée ultime. Elle s'appelle Exawewendia. Elle symbolise les deux pôles du destin, le chaos et la vie. Elle n'aurait jamais dû exister, pourtant il le fallait. Adieu, et puisque vous poursuivez en ces lignes, poursuivez donc votre chemin au cœur de ce monde, baigné par la magie et peuplé de ces créatures incroyables. Le monde où je vis est une ascension vers la folie. Cela fait des années que je l'observe, cette terre vicieuse où est né l'homme. Leur peur, leur haine, tout ce qui les qualifie fait d'eux la pire espèce. Pourtant, vous le croirez ou non, je fus au départ l'un d'eux. Cette planète, semblable à vôtre, n'est pourtant pas la même. Certes, ses habitants sont aussi peu recommandables que vous ne l'êtes sûrement, pauvres de vous. Elle erre quelque part sur le fil de la destinée. Je ne vous cache pas que ce monde est accueillant. Il possède de l'eau, ressources nécessaires. Il possède des habitations et beaucoup de verdure. Certains territoires sont inoccupés ou peuplés par des choses incroyables. Des personnes errent afin de s'approprier ce monde où la technologie n'existe pas encore. Alors, elles marchent. Elles parcourent des centaines de kilomètres à la recherche d'un endroit où fonder un foyer et pour certains, une dynastie. Si je vous dis que cette terre abritait autrefois des êtres célestes, me croirez-vous? Il paraît qu'ils existent encore, cachés quelque part. Mais ce sont surtout des hommes dont je dois vous parler. Ils se battent et construisent des empires. Certains ont disparu, d'autres naissent. Les principaux sont Kern, royaume de l'Ouest, Suhan, terre orientale, Trinitia, empire de l'extrême nord, et Gunim, royaume de l'extrême sud. Ces derniers se confrontent pour un lopin de terre, au milieu de l'océan immense. Ce continent-ci n'a pas encore de nom, car ses habitants ne savent même pas ce qu'est un continent. Mais un jour viendra peut-être, où des mondes se rencontreront. Mais pour l'heure, ce n'est pas de cette partie de la légende que je tiens à vous raconter. La fable principale porte sur des bouts de métal, des armes magiques, dispersées par les êtres célestes il y a très longtemps. Le secret fut bien gardé jusqu'à ce que deux personnes brisent le sceau. Mon point de vue est omniscient. Je vois tout, j'entends tout, et je peux même rentrer à l'intérieur de leurs pensées. Eux, ceux qui sont morts, et ceux qui vivent encore, malgré les siècles. Si vous ne devez retenir que deux noms, retenez bien ceci. Généas et Désastre. Deux destinées, deux chemins, et pourtant un unique but. Trouver sa place dans le monde, apprendre, connaître, mais surtout dominer l'espèce humaine par la ruse et par la force. Si vous êtes prêts, laissez ma voix intemporelle s'effacer. Je vous guiderai par un autre moyen, grâce à une magie étrange que je manie, par lequel le récit peut parler de lui-même. Chapitre 1. Généas. Généas savait ce qu'il lui restait à faire. Il avait fort bien débuté. Il possédait déjà une petite compagnie, 3 partenaires rencontrés précédemment. Ce leader né avançait fièrement. Il était désireux d'aventure. Sa philosophie était de se faire confiance et de ne pas hésiter à user de toutes les supercheries afin d'obtenir ce qu'il voulait. Sa petite troupe marchait dans la brume. Il n'était presque pas visible. Pourtant les villageois virent tout à coup, de manière distincte, les 4 silhouettes qui avançaient dans cette ruelle sombre. Cette ville était peu connue. Il n'y avait pas d'attraction, sauf à la taverne de la place principale. Les habitants ne connaissaient pas ces visages. Que faisaient-ils ici? Pourquoi des étrangers viendraient-ils se perdre dans le village d'Orcal, cette petite bourgade rattachée au royaume de Kern? Alors qu'ils étaient silencieux jusqu'alors, l'un des hommes, plus grand que les autres, se tourna vers celui qui paraissait le plus âgé. Tu es sûr qu'il nous sera utile? Tu ne ressens donc pas, mon bon Ypsilon,
Sa puissance se sent jusqu'ici. Bien sûr qu'il doit nous rejoindre. Si tu le dis, Généas, après tout, tu sais mieux que nous qui recrutait. L'aventure apparaît toujours devant ceux qui sont prêts à se battre. Et cela, Généas le savait. L'homme qu'il cherchait avait les qualités nécessaires pour qu'elle se présente à lui. Alors, comme un messager de la destinée, il venait à la rencontre du brigand le plus fort de la région. Sa démarche était lente, le vent soufflait dans ses cheveux mal coiffés et légèrement grisonnants. Sa touffe hirsute était maintenue grâce à un bandana de tissu pourpre. Ses yeux marrons reflétaient une détermination sans borne. Il était flanqué d'un sourire impeigné, le rendant à première vue sympathique. Généas portait une barbe poivre et sel qu'il n'avait pas entretenue depuis une semaine. Son allure rustre et son manque d'hygiène le désignaient comme l'archétype du paysan, sans culture et sans valeur. Un véritable vilain. Pourtant ses habits témoignaient d'une certaine noblesse. Il était vêtu d'une tunique proche du corps, de couleur sombre. Elle était parsemée de rouge au col et aux manches, colorant des nobles, fait de sang de dragon, liquide venant d'un palmier réputé. Ses bras étaient recouverts de gantelets rouges et noirs. Ses chevilles étaient protégées par des pièces d'armure légères. Il possédait également un plastron. Il avait une ceinture brune, où semblait être attaché un petit couteau de chasse et une bourse bien pleine d'écus. Ce qui se voyait le mieux était une mystérieuse épée, couleur d'argent, très large et longue, maintenue dans son dos par une bandoulière. Il était le plus vieux du groupe et avait 35 ans. À sa droite se trouvait une jeune fille au regard élégant, la démarche souple. Son nom était Mégara. Elle avait les yeux marron foncé et un air assez sévère. Son regard témoignait d'une force d'esprit indéniable. Elle avait les cheveux noirs, très longs, jusqu'au milieu du dos. Elle était vêtue d'un keikogi, vêtement pour les combattants en arts martiaux, blanc à l'origine, devenu gris au fil du temps. Sa ressemblance avec Upsilon était frappante. Ils avaient le même âge et les mêmes ancêtres. Lui était vêtu d'un dogi bleu azur, rappelant les couleurs de la loyauté et de la sagesse. Il était le plus grand du groupe. Ses cheveux longs étaient raides et coiffés délicatement vers l'arrière. Il se tressait les cheveux pour ne pas être gêné lors des combats au corps à corps, qui était sa spécialité. Son doux regard pouvait apaiser les mœurs. En effet, Upsilon s'emportait rarement. Les frères et sœurs avaient tous les deux 22 ans. Ils étaient venus au monde la même journée et avaient partagé le même ventre. Leur gémilité était un atout. Leur complicité leur permettait de se comprendre en un seul regard. Un adolescent les suivait. Il était blond comme les blés, l'œil bleu foncé, toujours souriant. Ses cheveux mi-longs retombaient sur sa chemise vert clair, de mauvaise qualité. Elle était faite en laine et était colorée grâce à du genêt, la fleur caractérisant la jeunesse et la fougue. Ce petit bonhomme avait à peine 12 ans et semblait compléter ce mystérieux groupe de 4 personnes. Les badauds se poussèrent. Les 4 avançaient vers l'unique centre d'intérêt de la petite ville, une vieille taverne délabrée. Généas lut à haute voix la pancarte qui se tenait près de la porte. Concours de bras de fer. Le gagnant aura une prime. C'est donc ici que l'on va rencontrer ce brigand. Souffla Mégara. La porte s'ouvrit rapidement. Le regard d'Upsilon fut assailli par toutes sortes de données. Des hommes assez nombreux étaient regroupés autour d'une table au centre. Tout semblait avoir été poussé afin de faire de la place. Des chaises étaient renversées. Les tabourets semblaient cassés. L'alcool coulait à flot. L'endroit était malfamé. Une odeur désagréable de tabac et d'urine se mêlait à celle de la sueur. Les murs étaient jaunis. Le propriétaire ne semblait pas intéressé par le ménage ou la rénovation. La taverne tombait en ruine. Le toit lui-même tenait on ne sait comment. Des couloirs pointaient en direction des convives. S'il s'écroulait, les soudeurs risqueraient d'être blessés mortellement. Même le sol était sale. De la sciure le recouvrait pour imbiber l'alcool renversé, ainsi que les désagréments causés par les vomissements et autres mésaventures liées à l'alcool et à l'ivresse. Des hommes bien matures allaient à se rompre le corps vocal. Ils avaient les yeux rivés sur un combat de force. Ils levaient les bras et encourageaient un homme avec une sacrée gueule de bandit, le genre de personne peu recommandable que l'on ne veut surtout pas croiser au détour d'une ruelle sombre. Sa corpulence était démentielle. Il mesurait 2,30 m et pesait plus de 150 kilos. Il portait, comme si cela ne suffisait pas, un iroquois rouge de grande taille. Un mot semblait le caractériser. Des mesures. Le brigand avait l'air bien plus âgé que Généas, malgré le fait qu'il n'avait même pas encore 40 ans.
Il était vêtu d'une tunique grise, ample, grossissant sa corpulence, déjà importante. Le tout donnait une impression de gigantisme. Le jeune Eras, intimidé, se cacha derrière Généas, qui entra d'un pas sûr. Dans un fracas, un homme tomba sur le côté, amenant avec lui une partie de la table. Il se tenait le bras, qui devait être cassé. À qui le tour, hein? Il me faut une nouvelle table et un nouveau concurrent. Le géant se leva et s'assit à une autre table. Cette fois-ci, la foule suivait son déplacement sans un bruit, sûrement le calme avant la tempête. Personne! Répéta l'homme avec arrogance. Il se fit craquer les poings, comme pour intimider la foule, puis retira sa tunique grise imbibée de sueur. Il était à présent torse nu et montrait ses nombreuses cicatrices, à l'abdomen, au torse et au bras. Son dos seul était intact. Cela démontrait qu'il faisait toujours face à ses ennemis. Généas souriait à la vue de ce mastodonte charismatique. Eh bien, pourquoi pas? Dit Généas en s'approchant de son futur adversaire. Toi, ne me fais pas rire. Tu es frêle comme une fillette. Je vais te faire sortir les os. Je tente le coup. Répondit Généas, défiant le monstre du regard. Les coudes bien serrés, le bras d'Ante faisait le double de celui de Généas. Tu as besoin d'un coussin, se moqua le champion, Oh, mais ne se tait jamais, lui. dit Généas en soufflant. Ante, sûr de lui, écrasa la main de Généas de toutes ses forces et précipita le bras de son adversaire vers la défaite. Mais le mouvement se stoppa net. Le bras était à quelques centimètres du bord de la table. Généas tenait le manche de son épée de l'autre main. L'arme se mit à briller d'une fraction de seconde. Le géant sentit son bras se vriller. En un instant, il fut projeté. Eh bien, je crois que nous avons un nouveau champion. Personne ne veut tenter sa chance. Dit le tavernier. La foule se tut. Généas se leva et regarda le géant mis à terre. Il lui tendit la main en souriant. Relève-toi, grosse brute, je paye ma tournée. Non, c'est moi qui paye. Garde ta prime, tu la mérites. Mais dis-moi, d'où te vient cette puissance? Si tu veux écouter mon récit, alors assieds-toi avec nous. Ante prit la main chaleureuse de Généas et se mit à une table, aux côtés d'Eras, Upsilon et Mégara. Bien, tavernier, 5 bières! Mais je ne bois pas, moi. J'en ai 2 pour moi, petit. Il but puis sec les 2 chopes, l'une dans la main droite, l'autre dans la gauche. Généas trinqua avec ses compagnons, puis regarda les brigands dans les yeux. À la tienne, l'ami. Je m'appelle Généas. Moi, c'est Ante. Voici Upsilon et Mégara, ils sont frères et sœurs. Ce sont de bons combattants. C'est quoi ces robes? Ce sont des doggies, des vêtements de combat et non des robes. Rétorqua la jeune femme. Et le petit là, il fait partie de ton équipe? Oui, il s'appelle Eras. Il n'y a pas plus téméraire que cet enfant. Donc je suppose que tu es venu uniquement pour me rencontrer. Pour quelle raison? Et comment tu me connais? Je cherche des combattants. Tu es plutôt connu dans la région. Je vois. Tu as donc besoin de moi. Eh bien, raconte donc ton histoire. Crois-moi si tu le souhaites, mais sache que mon récit est la stricte vérité. Bon, puisque personne ne nous écoute, je peux te dire pourquoi nous sommes ici. Une légende raconte qu'il existe 13 épées possédant tout un pouvoir. Il paraît que celui qui les réunit devient un dieu. Cette épée que tu vois est celle de la force. Elle se nomme Tétrax. Je l'ai eue en tuant un gorille de 3 mètres dans une jungle inconnue. Elle porte un nom comme toutes les autres. Son nom signifie « celle qui peut entrouvrir la terre ». J'ai besoin de personnes pour m'aider à récupérer ces épées et les transporter. Cela t'intéresse-t-il? Ante faisait les grands yeux. Il avait en face de lui un de ces satanés fous de l'occultisme. Il n'aimait pas qu'on lui raconte des histoires. Il était depuis toujours terre à terre. Devenir un dieu, des épées, un gorille argenté, tout ceci n'était pas bien sérieux. Et pourtant la force de cet homme avait bien décuplé au contact du fourreau de son épée. Ante réfléchit et se dit qu'il faudrait peut-être éviter de lui coller son poing au visage tout de suite. Peut-être qu'il en apprendrait un peu plus sur ce monde au travers de cette discussion, car il ignorait tout. Il n'avait pas beaucoup voyagé et ne connaissait ni les grands royaumes, ni les enjeux politiques. Ante savait encore moins qu'en ce moment même, où il parlait avec Généas, un guerrier redoutable possédait lui aussi une épée en main. Cet homme qu'il rencontrera sûrement un jour se nommait Désastre. Il était le soldat d'élite du royaume de Kern, l'empire le plus puissant du continent. Me voilà arrivé. Désastre arrivait enfin au cœur de son royaume.
il marchait droit devant lui. Son pas était lourd à cause de deux choses. Le poids de son armure et sa détermination allant au-delà du commun des mortels. Le chevalier noir était vêtu d'une armure intégrale, une panoplie noire à reflets bleu azur. Aucune partie de son corps n'était visible, ni ses bras recouverts par des gantelets massifs, ni ses jambes ancrées dans de solides jambières, ni son buste protégé par un large plastron. On voyait encore moins son visage, qu'il cachait pour une raison secrète, avec un aume dont seules quelques ouvertures permettaient la respiration. Son armure était menaçante, des pics étaient disséminés, çà et là. Il tenait fermement une épée blanche comme la neige, mais dont les reflets bleutés s'apparentaient à l'eau abyssale. Si l'on regardait mieux, les reflets azur de son armure et de son épée allaient de pair avec son aura ténébreuse. Il émanait de lui une lueur spéciale. Ceux qui l'avaient rencontré l'appelaient le Chevalier Noir, ou Désastre. Si le terme de Chevalier Noir lui plaisait peu, il reconnaissait que les gens le nommant Désastre avec quelques finesses d'esprit, car cela était véritablement son nom, du moins, cela était la traduction de son nom dans la langue commune. De son côté, Généas attendait la réponse d'Ante avec impatience. Sa jambe dans un tic nerveux gigotait. L'épée de la force brillait d'une lueur argentée, comme si elle voulait retrouver au plus vite ses semblables.